Bonjour, on vous remercie pour l'invitation. On va vous parler d'un sujet qui est extrêmement urticant dans la population et donc qui a attiré beaucoup l'attention des médias. C'est quelque chose que nous, en tant que toxicologues, on connaît depuis une quarantaine d'années. Mais à partir du moment où le phénomène a touché la région parisienne, le problème est devenu un intérêt national. Alors, on a en France deux types de chenilles processionnaires, celle du pin et celle du chêne. Il faut savoir que ce sont des chenilles inféodées à des peuplements végétaux. Donc, il faut avoir les peuplements végétaux pour disposer des entités pathogènes. Il y a d'autres entités urticantes, mais qui, pour l'instant, en matière de médecine vétérinaire, ont très peu d'incidence. En tout cas, nous n'avons pas arrivé à étudier la corrélation entre l'exposition à ces chenilles et une expression en santé animale. Donc là, vous avez en horizontal les chenilles processionnaires du pin et en vertical les processionnaires du chêne. Alors, ce qui est extrêmement important de savoir, c'est qu'on est face à une toxicité de soies. Alors, les insectes portent des soies. Dans la population générale, on parle de poils urticants. C'est pour moi un euphémisme. Il faut savoir que dans ces chenilles de Tometopea, ce sont des chenilles à barbillons qui vont se planter dans la peau et contenir une protéine urticante qui va provoquer une nécrose de desquamation, c'est-à-dire qui va provoquer une injection d'une substance assimilable à de la soude caustique. Et donc, plus il y aura de harpons plantés dans la peau, plus l'importance de la lésion sera importante. Donc là, je vous ai mis quelques photos de soies urticantes. Alors évidemment, les premières, c'est celles que les praticiens peuvent observer éventuellement en arrivant à capturer les soies, soit sur les animaux, soit sur les végétaux. Et puis après, là, c'est de la microscopie électronique à balayage. Donc là, évidemment, ça n'est pas du niveau du praticien. Mais on voit bien cette structure de harpon avec à la base cette petite vésicule contenant la protéine urticante et nécrosante. Alors, ces deux chenilles, elles ont des cycles que redéveloppera Marie-Lou tout à l'heure. Il faut il faut être extrêmement centré sur le fait que ces cycles vont avoir des variations en fonction des années, en fonction des territoires. Et c'est extrêmement important parce que ça va influer sur la période à risque que vont subir les animaux, puisqu'en fait, il y a juste quelques stades larvaires qui sont urticants. Il y a une première phase non urticante, ensuite une phase urticante, et ensuite une phase de nymphose et les papillons qui, eux, ne sont pas urticants, à la différence des papillons de Guyane qui, eux, c'est la forme adulte qui est urticante et qui provoque la papillonite. Donc là, on va voir qu'il va falloir ségréger les territoires en fonction du climat, et chaque climat va avoir des conséquences sur l'expression des symptomatologies. Et là, je vous prends les cas qui ont été décrits au Centre antipoison vétérinaire de Lyon, où on voit qu'en fonction des départements qui ont été traités, on a des cycles un petit peu comme les campagnols, c'est-à-dire qu'il y a des cycles où on a des pullulations de chenilles qu'on n'a pour l'instant pas identifiées, et avec des fluctuations parfois sur des cycles où ça a complètement décalé la période de procession. Alors donc ça, c'était la région autour les précédents, c'était autour de la région lyonnaise où on voyait qu'il y avait une influence du climat. Par contre, dès qu'on est dans des climats méditerranéens, donc là, on est entre les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et l'Hérault, et on s'aperçoit que là, il n'y a plus du tout, parce qu'il y a un effet normatif du climat qui fait que c'est systématiquement aux mêmes périodes qu'on a les processions, quelles que soient les années. Et puis là, on a en région parisienne, bon là, j'ai juste pris un département parce que c'est le seul qui était notifié, parce que les chenilles processionnaires du pin sont arrivées par le sud de l'île d'Île-de-France, et on s'aperçoit que dans la période 2000-2005, on n'avait aucune notification, et elles ont commencé à être notifiées progressivement, et on voit que en Île-de-France, elles n'ont pas du tout la même période d'expression clinique. La processionnaire du pin, voilà, il y a des cocons, il y a des chenilles, et on voit que tout doucement, toute la France est colonisée, mais ça, Marie-Lou le redéveloppera, je pense. Processionnaire du chêne, faut reconnaître, elles n'ont pas tout à fait la même tête, un cycle spécifique. Et là, on est sur des chênes. Alors, ce qui est extrêmement important de savoir pour le chêne, c'est que la procession ne va jamais au sol. Résultat, ça va minorer les conditions d'exposition des animaux. On voit là les territoires qui sont contaminés par les chênes. Et puis voilà. Et on arrive à François pour la session. Alors, l'impact sur la santé animale, on va dire qu'il
il est très variable, en fait. Enfin, il est plutôt variable selon les territoires contaminés. On a d'abord, en fonction des territoires, par territoire géographique, différents types de... Vous avez vu 2 types de chenilles processionnaires, et vous allez voir qu'au niveau des symptômes, on a éventuellement quelques petites différences, avec une partie qui est beaucoup plus connue, qui est la pathologie induite par la chenille processionnaire du pin, et vous allez voir pourquoi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce type de problème, on va dire, concerne les mammifères, la plupart des mammifères, et on va dire, ce qu'il y a en commun, c'est l'atteinte tégumentaire, donc cutanée et muqueuse, avec particulièrement pour la chenille processionnaire du pin, la sphère oropharyngée qui est souvent atteinte selon des modes d'expression qui sont bien connus des praticiens. Mais on peut avoir les muqueuses oculaires, respiratoires aussi qui sont touchées, et pas que, vous allez voir. Alors, en fait, l'expression de la symptomatologie, elle se fait aussi selon le mode de contamination. Les souaies urticantes, elles peuvent être en contact directement avec l'animal par le biais des chenilles, par le contact direct avec les chenilles. Et c'est souvent la voie orale, alors particulièrement chez le chien, qui va être un mode de contamination fréquent. On va le voir pourquoi. Il y a sans doute des explications comportementales, particulièrement chez le jeune chien. Mais on peut avoir, vous le voyez, des modes d'expression différents qui sont liés à des contaminations qui se font par d'autres voies. Les chenilles peuvent contaminer directement. Les animaux peuvent être aussi contaminés par le biais des souaies urticantes qui se sont détachées des chenilles. Alors, soit on va les retrouver par voie, arriver sur l'animal par voie aéroportée, par voie orale aussi, mais par l'intermédiaire d'aliments. On va parler notamment des foins. Une contamination aussi en pâture, par le biais de l'herbe qui est contaminée dans les pâtures. Ça peut arriver également de façon aéroportée, par le vent, tout simplement, et contaminer les yeux, contaminer les voies respiratoires, ou atteindre simplement la peau avec des effets urticants qui sont également bien connus chez l'être humain. Sur le plan des symptômes, alors vous avez un tableau qui est assez complet, mais j'allais dire que finalement, une approche parfaite, permettant d'avoir une vision très claire et globale de ce qui se passe, elle n'est pas si évidente. Parce que pour le moment, en gros, on a quelques études bibliographiques de différentes natures. On a, ce qui est très, très intéressant aussi, des études qui ont été faites notamment à l'école vétérinaire de Lyon sur les cas d'admission en urgence, donc une étude bibliographique rétrospective dans une base de données pour savoir sur les cas qui étaient attribués avec un haut niveau de probabilité aux chenilles, au cas de chenilles d'intoxination chenilles processionnaires, pour savoir quels étaient les symptômes. Mais on voyait bien qu'il y a un biais. Il y a un biais puisque les admissions en urgence, ça correspond à des cas graves et ça correspond sans doute pas à tous les cas. La meilleure approche, ce serait celle, évidemment, des praticiens à travers un réseau d'épidémiosurveillance et évidemment une sensibilisation, parce qu'on risque d'avoir aussi beaucoup en matière vétérinaire des sous-diagnostics ou des sur-diagnostics d'ailleurs. Des sous-diagnostics parce que vous allez le voir, quand on a vu la chenille et qu'on a vu l'animal en contact avec la chenille, il est relativement aisé de faire un diagnostic, mais lorsqu'un animal se démange et que finalement il a pu être contaminé par voie aéroportée, eh bien, il faut faire l'effort d'aller regarder au microscope pour arriver à faire un diagnostic. Alors, on a choisi une approche là qui est celle des signes cliniques qui sont présentés par le biais des déclarations qui sont faites dans les centres antipoison vétérinaires en France. Je crois que c'est Nantes et Lyon. Voilà. Sur une dizaine d'années. Vous voyez, il y a 717 cas répertoriés pour des chiens, 57 chats. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, c'est sans doute bien en dessous de la réalité, parce que finalement, dans des zones, en particulier pour la chenille processionnaire du pin, où beaucoup de praticiens sont déjà, on va dire, rompus à l'exercice des soins, du diagnostic et des soins sur les chiens contaminés, le centre antipoison n'est pas appelé, évidemment. Et puis, comme je le disais, dans des cas où, par exemple, on a une possibilité de contamination par les chenilles processionnaires du chêne, peut-être que les appels ne se font pas. Mais enfin, néanmoins, on voit quand même, ça permet quand même ce tableau de dégager des grandes tendances.
Alors, vous voyez que de façon importante, on va dire, c'est quand même, pour ce qui est des déclarations, en tous les cas, des lésions buccales qui sont quand même assez prédominantes. En premier lieu, c'est vraiment le gros bloc. On a des lésions de la langue. Alors là, ce qui est décrit, c'est beaucoup d'œdèmes, énormément d'œdèmes buccaux au niveau de la langue, des gencives, des lèvres, et évidemment des ulcères. Alors, certaines lésions qui ne sont pas dans l'étude là, mais qui sont attribuées, alors à tort ou à raison, aux chenilles processionnaires, c'est des papillovésicules, des vésicules, des ulcères aussi, donc des érythèmes, et puis ce qui est très connu évidemment, c'est la nécrose de la langue, ça c'est la tarte à la crème, c'est connu par tous les praticiens, en tous les cas en zone pain, avec la possibilité de nécrose partielle de la langue, qui peut même conduire à parfois même une nécrose totale, hein, donc quelques cas de mortalité. En tous les cas, de chute de toute partie de la langue. Ensuite, on pourrait dire un deuxième bloc qui sont les signes généraux. Hein, on a parlé des effets qui ne sont pas proprement parlés, en tous les cas, pas prouvés comme étant une allergie, mais plutôt, en tous les cas, un phénomène avec une histaminolibération. Ça peut avoir des conséquences diverses au niveau général, des hypovolémies, des états de choc, des hypothermies. Donc ces choses-là, mais on les voit effectivement dans les déclarations. Ce qui n'est pas décrit là dans l'étude, mais qui apparaît dans certaines études, c'est des troubles hématologiques, mais il n'est pas certain qu'ils soient liés à la chenille. Alors la difficulté qu'on a avec les études qui sont faites, c'est que parfois on ne sait pas exactement s'il s'agit de chenilles processionnaires. Gilbert vous a expliqué qu'il y avait un certain nombre de cas relativement marginaux, mais où il peut y avoir un lien avec d'autres types de chenilles, deux espèces connues en France métropolitaine en tous les cas, deux espèces de chenilles qui pourraient avoir des effets également sur la santé animale. Et puis ce que je dis, c'est valable évidemment pour la France métropolitaine, mais dans les dom-toms, et puis même sur les autres continents, eh bien on a évidemment tout un tas de chenilles qui peuvent avoir des effets avec un impact sur la santé animale. Alors, comment dégager des constantes? Quelle différence il y a entre l'envenimation, on va dire, par les chenilles processionnaires du pin et celles du chêne? Déjà, celles du pin, elles sont bien connues, avec des effets spectaculaires, avec finalement, dans la grande majorité des cas, hein, c'est quand même le chien qui est la victime. Alors, pas de race prédisposée, semble-t-il, plutôt des chiens jeunes. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Il semble que l'explication là, le jeune chien, il va explorer encore plus que le chien adulte avec sa bouche. Et puis s'il trouve des chenilles, en procession, chenilles du pin au sol, je précise, donc on l'a dit. Et ben il va aller les chouiller, il va aller s'approcher des animaux. Et puis donc c'est là où il y a sa bouche et sa langue qui sont en danger. Sur le chat, c'est pas étonnant que ça soit moins fréquent, hein, parce que le chat ne va pas explorer spontanément si facilement avec la bouche, il est peut-être plus méfiant. Et c'est donc un petit peu anecdotique, un peu plus anecdotique en l'état des connaissances. On verra quand même qu'il peut y avoir, et en particulier avec sans doute la chenille processionnaire du chêne, des contacts cutanés. Le chat, quand il voit quelque chose qui bouge, il va plus facilement explorer avec la patte. Et à ce moment-là, c'est évidemment un autre type de contamination et d'autres symptômes qui sont susceptibles d'apparaître. Bien sûr, les herbivores, les ruminants et les monogastriques, en particulier le cheval, et puis la faune sauvage, qu'elle soit captive et libre, sont susceptibles de se contaminer. Alors, en ce qui concerne herbivores et ruminants, c'est évidemment en pâture, par exemple. En faune sauvage, par exemple, le sanglier, qui peut, en fouissant dans le sol, se contaminer au niveau de la tête, contaminer au niveau de la peau. Et même les nouveaux animaux de compagnie, ceux qui vivent à la maison, via, par exemple, le foin qui peut leur être distribué. En ce qui concerne le pain, comme je l'expliquais, comme alors on est toujours sur le pain, pardon, je voulais parler du chêne. Donc c'est bien le contact direct avec les chenilles en procession au sol, qui vont être souvent chez le chien, donc à l'origine de la contamination, et comme je l'ai dit, pour les herbivores, plutôt l'herbe ou le foin contaminé. Avec quand même quelque chose d'important, c'est que ce foin il peut être transporté à plusieurs centaines de kilomètres. Vous imaginez la difficulté du diagnostic. Quand on a des animaux qui ont un œdème labial, de quoi ça vient, il faut encore y penser. C'est pas du tout évident. L'homme, l'être humain, peut être une sentinelle et apporter aux vétérinaires des éléments
puisqu'il va distribuer le foin, il va se gratter, qui va lui mettre la puce à l'oreille. Passez-moi l'expression. Chez le cheval, chez le chien, donc vous avez quelques photos d'ulcération de babine, nécrose langue, cortège d'hypersalivation, aussi de vomissement. Alors, ça peut être aussi lié le fait d'avoir avalé des crochets, puisqu'ils peuvent avoir des effets sur l'estomac par une gastrite. Atteinte oculaire aussi. Alors, ce qu'on a décrit, c'est des kératites avec une infiltration, et puis des uvéites aussi, des atteintes respiratoires. Et chez le chêne, donc une exposition qui est diffuse, le plus souvent, puisqu'il n'y a pas de passage au sol. Alors, il peut y avoir quand même une chute des zones de ponte, des plaques de ponte, on appelle ça comme ça, au sol, mais bon, ça se passe dans les arbres, donc vous voyez que pour que l'animal soit contaminé, ça pourra se faire plus facilement de façon par le foin, donc de façon indirecte, ou bien les chats grimpeurs, tout simplement, puisque en montant dans les arbres, ils vont pouvoir se mettre directement en contact avec la chenille. Et bien sûr, pour tous les herbivores avec l'alimentation. Mais là, le chien, question, parce que finalement, la contamination, elle est beaucoup moins probable. Et comme je l'ai dit, les humains, au contact avec les animaux, qui peuvent éventuellement donner aux vétérinaires des pistes au moins de suspicion. Donc, cette diapo explique ce que je viens de vous expliquer, avec quelques photos de symptômes, un tableau finalement atténué, probablement, en tous les cas, de façon générale, par rapport aux chenilles du pin, liées au type d'exposition, un tropisme buccal chez les herbivores, un possible tropisme cutané dans certaines espèces, par exemple chez le cheval, avec parfois même de l'automutilation, c'est-à-dire du fait des démangeaisons, l'animal se donne des coups de sabot sur les flancs. Et bien sûr, un problème de santé globale. On parle de santé humaine, avec cette photo, vous voyez, de petites filles contaminées, mais aussi de santé, bien sûr, animale, et puis également de santé environnementale, et surtout en ce qui concerne les arbres, avec l'affaiblissement des arbres du fait du stress provoqué et qui peut conduire ensuite à la mort de l'arbre du fait de cet affaiblissement.